Merci à vous d'être présents, que ce soit dans la salle ou online. Antitrust Compliance, thème particulièrement intéressant, d'actualité, qu'on va sans aucun doute relier avec le contrôle des investissements étrangers. On verra si on a un peu le temps. Pour aborder le sujet, j'ai la chance d'avoir sur cette scène Elena Sosplugas. Vous êtes Legal Director M&A Antitrust and Financing chez Thales, et Jonathan Marsh. Jonathan, vous êtes directeur juridique Affaires internationales sur la branche marketing et services de Total Energy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on parle d'antitrust. Antitrust, on a vu passer il n'y a pas très très longtemps TF1 M6, grande réussite. Peut-être pour commencer, quel est l'environnement dans lequel vous, comme corporate, vous évoluez? Est-ce que lui-même a évolué? Comment ça se passe? Elena, peut-être pour commencer? Oui, certainement, on assiste à un environnement réglementaire qui est de plus en plus complexe à manager dans les opérations M&A, notamment sur des opérations effectivement qui concernent plusieurs juridictions. Il y a un constat qui, je pense, est globalement partagé, c'est que les autorités de concurrence deviennent de plus en plus exigeantes et strictes dans l'application des règles antitrust, ce qui rend bien évidemment la vie beaucoup plus difficile quand on est plutôt dans une optique de faire des deals M&A. Donc je pense que c'est là un impact certainement sur la capacité à prévoir et anticiper en avance ces types de problématiques. Ça a un impact bien évidemment sur le timing de la réalisation de ces opérations et également sur les coûts, parce que effectivement c'est passé sur des phases 2, des second requests, avec tout le volet aussi des discovery documentaires. La différence entre phase 1 et phase 2, ce serait laquelle? Donc effectivement, vous avez dans la plupart des différentes juridictions, il peut y avoir une phase relativement limitée de revue qui peut durer effectivement quelques semaines, et normalement des opérations qui ne soulèvent pas de difficultés antitrust, donc pas d'impact sur la concurrence, devraient normalement être validées sur cette première période. Donc ça demande effectivement à la fois une autorisation plus rapide et un travail de préparation aussi moins détaillé qu'une phase 2 dans laquelle une autorité va vouloir pendant plusieurs mois décortiquer le sujet, avoir accès à toute une série de documents internes, le but étant, et aussi des données sur le marché, pour, je dirais, approfondir l'analyse, challenger les parties par rapport à l'histoire qu'ils essayent effectivement de présenter pour mettre en bonne lumière la transaction. Donc ça a certainement un coût. Et bien évidemment, il y a malheureusement de plus en plus de deals qui, du coup, in fine, ne sont pas autorisés, et donc des transactions qui sont bloquées par des autorités de concurrence. Et les statistiques, effectivement, montrent que le nombre de transactions bloquées a significativement augmenté, que ce soit au niveau des autorités US, donc le DOJ et l'FTC, au niveau de la CMA, donc l'autorité britannique, ou au niveau de la Commission européenne. Donc c'est un trend quand même plutôt généralisé. Jonathan? Alors moi je dirais que nous assistons à un véritable changement d'époque, en quelque sorte, qui impacte les opérations de M&A, surtout transfrontalières, parce que nous avons vécu plusieurs décennies de on va dire, libre-échange, des économies très ouvertes, et puis maintenant, suite au Covid et puis la guerre en Ukraine, voilà, nous avons un début de mouvement de souveraineté, de protectionnisme. L'OMC ne fonctionne plus vraiment. Et nous voyons avec l'IRA, par exemple, et les réponses européennes que, voilà, c'est vraiment la guerre ouverte entre les économies, y compris entre les pays de l'OCDE, même s'il y a aussi des règles différentes par rapport à la Chine et la Russie. Et donc, ceci a un impact sur tout le côté réglementaire des opérations M&A, antitrust et investissement étranger. Et donc,
ce sont des questions qu'il faut vraiment regarder en amont, on va dire, et vraiment bien préparer. Et je pense qu'on verra ça dans la suite de notre conversation. On y arrive, mais justement sur le point que vous abordiez de guerre économique, de protectionnisme derrière, les autorités aujourd'hui, leur fonction, leur cahier des charges est adapté au contexte actuel, de votre point de vue, de vos points de vue? Il faut dire que les règlements n'ont pas changé, mais l'application des règlements, c'est ça, c'est comment est-ce que les autorités vont appliquer les règles par rapport à certaines opérations qui sont, on va dire, peut-être plus délicates, moins souhaitables pour l'économie en question. Donc, est-ce qu'on va regarder peut-être de plus près lorsqu'une société chinoise souhaite prendre le contrôle d'un industriel européen? Je pense à Pirelli, par exemple. Bon, on voit que Sinochem est actionnaire de Pirelli depuis des années et maintenant souhaite monter un petit peu en puissance, et tout d'un coup, il y a une levée de bouclier en Italie. Donc c'est vraiment de souveraineté, nationalisme, protectionnisme qui est en jeu aujourd'hui. Et là c'est plutôt sur l'angle règlement des investissements étrangers. Mais l'antitrust peut être utilisé de la même façon pour empêcher une opération ou passer en phase 2. Peut-être un commentaire. En effet, on a assisté sur la période post-Covid à une émergence d'un nombre de régimes de Foreign Direct Investment Control assez impressionnant. Traditionnellement, on avait effectivement l'autorité US avec les filings CFIUS qui étaient bien évidemment bien identifiés depuis des années. On avait peut-être quelques autres autorités qui sortaient un peu du lot, par exemple l'Australie. Mais depuis effectivement quelques années, on a une multitude de juridictions avec en plus de systèmes de renvoi entre les États membres et la Commission qui font que le sujet FDI est devenu un vrai sujet de filing multijuridictionnel de la même manière que l'antitrust. Donc aujourd'hui, dans les opérations M&A, on se doit d'avoir une approche d'identification des juridictions dans des phases relativement amont qui est assez large sur le sujet FDI. Et par rapport au sujet antitrust, je pense qu'il y a des vraies difficultés pratiques parce que si vous êtes un peu familier du sujet, mais dans l'antitrust, les seuils sont pour la plupart exprimés en chiffre d'affaires par destination, quelquefois des parts de marché, des valeurs d'actifs, mais ça reste simple. Et les conseils sont bien équipés avec des tableaux, voire des apps très pratiques. On met le chiffre d'affaires par destination, on vous sort la liste des pays, et puis on fait des judgment calls. On va peut-être pas notifier en Égypte ou dans des pays un peu exotiques. En FDI, ça n'existe pas en fait. Aujourd'hui, chaque pays a fixé des règles de qu'est-ce qui est sensible ou pas sensible, qui nécessite de renvoyer à une réglementation qui va définir certaines listes de secteurs, certaines exclusions. Donc la même approche est particulièrement compliquée. Et si vous ne voulez pas aller devant une cible avec 250 questions uniquement sur le sujet FDI, ça devient en effet un petit peu, il faut procéder par étapes, il faut aller par exclusion. Et la difficulté sur le sujet FDI, c'est que vous pouvez avoir des régimes, je pense notamment à celui UK qui est entré en vigueur en janvier de cette année, où il n'est pas nécessaire d'avoir une présence physique, c'est-à-dire une cible qui n'a pas de présence physique en UK, mais qui a par exemple des contrats sur des domaines sensibles avec des autorités UK, peut tomber dans le régime. Donc c'est pour ça que je dirais même l'identification des juridictions concernées peut être particulièrement compliqué. Et pour finir peut-être sur le FDI, c'est que c'est encore moins prévisible peut-être que le merger control, dans le sens que en matière d'antitrust, effectivement, on dit que, et moi-même, je constate que les autorités deviennent de plus en plus dures et moins prévisibles avec des théories, des theory of harm, des arguments pour identifier des problématiques antitrust de plus en plus nouveaux et étonnants. Mais alors en FDI, c'est un peu la black box, c'est-à-dire qu'on n'a aucune visibilité sur vraiment qu'est-ce qui va être sensible, pas sensible, quel type d'engagement potentiellement pourrait être demandé. Jonathan, je vois que vous voulez réagir. Oui, non, mais c'est-à-dire que
Bon, d'abord, concernant les juridictions, il y a aujourd'hui, je pense, environ 150 juridictions avec une réglementation concurrence. Lorsqu'on opère dans toutes ces juridictions, c'est quand même extrêmement difficile de déterminer exactement où il faudrait faire un filing. Et puis les autorités en question, ils sont relativement neuves. Enfin, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, il n'y a pas de jurisprudence. On ne sait pas exactement comment ils opèrent, comment ils interprètent, ils vont interpréter les réglementations. Souvent, ce sont des copier-coller de nos propres règles, mais ils n'ont pas forcément l'expérience, l'expertise pour pouvoir appliquer ces règles. Donc, c'est un black box, effectivement. Et puis, pour le FDI, je pense que il y a vraiment un sujet politique, température politique, timing politique à prendre en compte. Il y a ce cas de Couche-Tard, les Canadiens qui souhaitaient faire une offre sur Carrefour, et c'est tout de suite, bon, ça n'a même pas été rejeté comme opération, c'est juste une prise de parole du gouvernement pour dire bon, il faudrait peut-être, on va peut-être regarder cette opération parce que en termes de timing, en plein Covid, en pleine crise Covid, c'est peut-être pas le moment de permettre à une société étrangère de prendre le contrôle d'une partie de la chaîne de fourniture de nourriture pour le peuple. Hein. Enfin, et pas très loin d'élections. Et une question d'élection aussi, oui, tout à fait. Je voulais juste rebondir sur cette question des autorités qui ont peu de maturité. Effectivement, il ne faut pas sous-estimer l'impact. Hein. Ça peut être vraiment dramatique. Moi, j'ai effectivement quelques expériences assez douloureuses avec des autorités du coup qui savent pas trop qu'est-ce qu'ils doivent chercher. Bah, du coup, ils vous inondent de questions qui n'ont rien à voir. Par exemple, vous avez une opération où il n'y a pas d'overlap horizontal et l'autorité qui est un peu perdue entre les définitions de marché, etc., va commencer à vous poser des questions. Donc, ça, des RFI. Parfois, il y a des juridictions où les RFI arrêtent du coup le délai. Dans d'autres juridictions, c'est presque pervers. Et ça fait recommencer à zéro le timing de la phase 1. Donc, ça peut être extrêmement pénible et demander beaucoup de ressources pour répondre à des questions qui, sur le fond, n'ont vraiment aucun sens. Alors, tout à l'heure, on évoquait la question des seuils. Alors, d'un côté, on a la France, donc avec M6 TF1 qui se pose des questions sur du chiffre d'affaires et autres. De l'autre côté, on a les GAFA et une commission européenne qui met l'article 22 en place pour s'exonérer des seuils et être capable de prendre en compte. Où est-ce qu'on situe, quelle est la bonne approche finalement derrière? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'en effet, c'est une vaste question. Je pense qu'il faut quand même un petit peu limiter la portée aussi de l'article 22, parce que si on regarde bien, en dehors du cas Illuminagrel qui a fait beaucoup parler de lui, il n'y a pas eu d'autres cas de l'article 22 dans lequel la transaction nationale était inférieure, la transaction ne remplissait pas les seuils nationaux. Donc les autres cas d'article 22, c'est des cas plus traditionnels d'autorités nationales qui sont saisies d'un cas qui rentre dans les seuils nationaux et qui renvoient à la Commission européenne. Donc je dirais que c'est pas, en tout cas tel que perçu dans le monde des entreprises, c'est pas non plus la panique totale parce que ça reste un cas relativement isolé. Mais non, c'est vrai qu'on commence à regarder le sujet, à se poser les questions, et je pense que c'est d'autant plus vrai dans les secteurs qui sont les plus, je dirais, susceptibles aussi d'être appelés dans ce cas dans ce cas, donc que ce soit effectivement dans le domaine de la santé, de la tech, etc. Donc c'est bien évidemment des sujets qu'il ne faut pas négliger, qui contribuent aussi à ce climat de manque de prévisibilité. Le système de seuil était quand même bien pensé à la base pour permettre aux entreprises de pouvoir en effet avoir de la prévisibilité. Et ça, je pense que c'est vraiment le point qui me frappe le plus en ce moment, c'est l'incapacité à prédire
l'évolution d'un dossier en fait, parce que je dirais sur des opérations un peu complexes, il est tout à fait normal de faire des analyses de faisabilité antitrust en amont. Et aujourd'hui, on a des difficultés dans tous les sens. Soit, à la fois, moi, j'étais confrontée à des cas où la définition de marché pourtant établie a été abandonnée. Donc là, bien évidemment, il est évident que dans des cas, si on prend TF1, M6, tout s'est joué sur une définition de marché. Est-ce que effectivement la publicité des Netflix et compagnie vient concurrencer la publicité des chaînes plus traditionnelles? Donc là, je dirais, il y a un challenge pour les parties notifiantes qui est de convaincre les autorités d'abandonner une définition de marché établie au profit d'une nouvelle définition qui est un peu plus, qui regarde un peu plus dans le futur. Mais même dans des cas opposés, où tout simplement les parties ils pensent juste pouvoir s'appuyer sur une définition de marché bien établie, on a des autorités qui changent la donne. Et donc là, c'est très difficile. Et puis, le focus a changé. Je pense qu'avant, on avait en tout cas des théories of harm qui étaient essentiellement plutôt sur de l'horizontal. Aujourd'hui, on a des autorités qui ont pris des décisions dans lesquelles ils regardent uniquement de la concurrence potentielle, donc avec des faibles parts de marché. Donc les parts de marché ne sont plus l'indicateur nécessairement d'un problème et s'attaquent énormément à du vertical et congloméral. Si vous regardez en fait les cas qui ont été soit en fait donné lieu à des phases 2, soit abandonnés, soit interdits, il y en a de plus en plus qui sont du vertical ou du congloméral. Et ça, c'est complètement nouveau parce que jusqu'à maintenant, on avait plutôt vu des problématiques horizontales. Jonathan ? Oui, alors je reviens peut-être sur l'article 22. C'est quand même c'est une règle qui permet donc de regarder les opérations qui sont en dessous des seuils de notification a posteriori. Et donc c'est quand même ce cas Graal Illumina est assez surprenant parce qu'ils ont clôturé leur opération. Ils n'avaient pas besoin de notifier. Et voilà, 1 an plus tard, ils voient leur opération interdite. Donc bon, on verra, c'est devant la Cour européenne, on verra comment ça se passe in fine, mais je crois que c'est assez exceptionnel. Et je pense que c'est effectivement limité, ça va être limité à des secteurs qui sont extrêmement sensibles. Et donc on revient à une question de FTI finalement. On utilise des règles antitrust pour empêcher ou défaire une opération qui est gênante sur le plan de souveraineté économique. Donc c'est là où je pense qu'il faut peut-être qu'on regarde de plus près les questions d'intérêt économique pour le pays en question. Et peut-être qu'on agisse de façon un peu plus proactive avec les autorités pour prévenir une réaction politique ou une instrumentalisation des autorités de concurrence pour interdire une opération a posteriori. On revient sur le sens du timing. Les discussions avec les pouvoirs publics, quel bon moment pour les entamer ? Quel est le bon moment? Ça dépend peut-être de l'opération, mais c'est vrai que juste avant les élections, c'est peut-être un moment à éviter. Sinon, je pense que même en période, on va dire, sensible, on peut prendre la température avec des contacts, on va dire, discrets qui permettent peut-être d'éviter une annonce qui va créer un effet, un mouvement politique pour empêcher l'opération. Donc non, je pense qu'il faut absolument si on prend par exemple le cas de TF1 M6, c'est une opération qui aurait pu faire beaucoup de sens pour l'économie française, n'est-ce pas? C'est vrai que techniquement, il y avait une concentration dans le marché de publicité en télévision en France, c'est sûr, mais ce n'était pas l'objectif de l'opération. Et c'est quand même
un business legacy en quelque sorte. C'était l'avenir qui était intéressant dans une opération comme ça. Et donc là, je pense que les parties ont vraiment raté le timing et ils n'ont pas réussi à vraiment déminer le sujet avec les autorités. Et puis justement, donc même si en droit de concurrence, enfin, l'autorité aurait pu empêcher l'opération, il y avait quand même la possibilité pour le ministre de l'économie de passer outre dans l'intérêt de l'économie française. Donc, bon, je pense que c'est juste une question de mauvais timing et de manque de proactivité de la part des intervenants. Parce qu'il n'aura échappé à personne qui n'est pas intervenu. Là, le temps passe. Je ne voudrais pas qu'on fasse l'impasse sur la compliance, parce que enjeu économique, enjeu réputationnel, aujourd'hui, dans une opération de M&A, par rapport à vous, comment est-ce que vous gérez la compliance? Comment ça se passe? Je pense qu'en effet, la compliance, c'est un autre sujet qui a vraiment pris de l'ampleur, notamment après Sapin 2, et la fin a quand même donné des indications très précises sur ce qu'elle attend des sociétés dans cette matière. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est que en fait, si avant, on était plutôt dans une logique d'identification uniquement d'un passif, que sur des thèmes de compliance, on est allé vers une approche beaucoup plus d'audit, de maturité de la cible sur ces problématiques. Donc nous, on a tendance effectivement à traiter du coup ces sujets de compliance de manière un petit peu globale, que ce soit de l'anticorruption, de la data protection, des sanctions, de l'antitrust, parce que finalement, voilà, l'approche est un petit peu la même. On peut effectivement essayer de faire cet audit de maturité, ce qui va permettre à la fois d'identifier des problèmes sur lesquels il y a besoin de trouver en fait des mitigations au travers de clauses du SPA. Ça peut être effectivement des conditions suspensives, des indemnités spécifiques, des déclarations et garanties, et un impact prix. Donc tout ça, bien évidemment, il est important de l'identifier en amont pour pouvoir le traiter dans le SPA. Mais il y a aussi tout un volet, je dirais, qui est plutôt une prise de conscience pour faciliter l'intégration a posteriori, dans le sens où là où on a vu des failles, des gaps par rapport aux standards qu'une entreprise, nous on vient de grandes entreprises, donc on a quand même des standards relativement élevés sur ces matières, ça nous permet d'anticiper, de construire avant le closing un plan d'intégration pour ramener effectivement la cible intégrée dans notre univers compliance. Et pour nous, voilà, c'est un sujet vraiment clé qui est devenu clé dans les opérations M&A. Jonathan? Oui, en fait, c'est vaste. Compliance, ce n'est pas la lutte contre la corruption. Hein. C'est vraiment tout sujet qui pourrait nuire à la société en termes de réputation. Et donc, nous sommes obligés de regarder les sujets de blanchiment d'argent, de financement de terrorisme, de sanctions, contrôle des exports, des sujets ESG, hein, des sujets ESG qui vont venir dans le cadre du devoir de vigilance, par exemple. On va regarder ces questions-là. Évidemment, le droit de la concurrence. Et donc, oui, non, RGPD, hein, et bon, tout ça, on va regarder. Et l'idée, enfin, notre approche, c'est que on est obligé de travailler en décentralisation. Donc, c'est le chef de projet qui est chargé, qui est responsable d'étudier ces questions avec l'aide du juridique, avec l'aide éventuellement de cabinets d'avocats ou même des prestataires comme l'ADIT par exemple, qui vont aider à vraiment regarder la cible en cherchant d'autres sources d'informations qui ne sont pas forcément faciles à obtenir pour les opérationnels. Et donc, voilà, on fait une étude sans la cible. Ensuite, on pose des questions détaillées à la cible. On prépare notre rapport interne. Et soit c'est un go, soit c'est un no-go, soit il faut plus d'informations. Et dans certains cas, on va aller plus haut. Donc, on peut
le chef de projet est responsable, mais dans les cas qui sont un peu difficiles, elle a le droit de remonter la question à la branche ou à la holding, où on va vraiment prendre une décision collégiale avant d'aller de l'avant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont un peu grises, et dans ces cas-là, on va essayer de se protéger avec des clauses contractuelles, des garanties de passifs, des séquestres, et dans le pire des cas, un accord avec la cible d'aller voir les autorités pour une autodénonciation. Hein. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, extrêmement rare. Et en tout état de cause, effectivement, je pense que nous avons la même approche. Après l'acquisition, c'est là où on fait un vrai audit, avec la possibilité de vraiment interroger les personnes, de regarder tous les documents et de prendre, de prendre des mesures de remédiation, hein, pour mettre à niveau le système. Qu'est-ce qui a changé? L'époque a changé, ou est-ce que les poursuites pénales aussi, ou quelques amendes substantielles ont pu faire évoluer les entreprises dans cette approche? Je pense qu'effectivement, le cadre réglementaire s'est certainement durci, en tout cas en matière notamment d'anticorruption avec Sapin 2. Donc voilà, je dirais que dans la mesure où en tant qu'entreprise, on est soumis à ces exigences qui deviennent de plus en plus fortes, voilà, on ne veut pas, je dirais, détruire tous les efforts internes en se prenant, donc on a parlé tout à l'heure de l'impact réputationnel, c'est assez clé pour les entreprises d'être irréprochables sur ces domaines. Donc voilà, si on se retrouve finalement à hériter en fait de ce type de risque et de cet impact au travers d'une acquisition, c'est vraiment quand même dommage. Hein. Donc c'est un des sujets clés, je pense, dans une cartographie de risque sur ces sujets de compliance. C'est bien évidemment ceux qu'on récupère, parce que bien que des deals puissent être bien fouillés, on ne sait jamais, il y a toujours des petites découvertes après coup. Alors, le temps passe. On a le temps sur une question, s'il y en a une dans la salle. Bon, donc le temps passe et je vais continuer. On parlait tout à l'heure du Royaume-Uni. On repasse sur l'antitrust pour conclure. Mais le Royaume-Uni aujourd'hui, donc post-Brexit, il retrouve une autorité. Comment ça se passe? Je pense qu'on est d'accord tous les deux que le CMA prend une approche regarde beaucoup plus près les opérations. On a vu donc l'opération Microsoft Blizzard qui n'a pas été acceptée au Royaume-Uni. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, on a donné le feu vert sur la base des engagements que Microsoft a fournis, les engagements de comportement. Et ce qu'on constate, c'est qu'au Royaume-Uni, philosophiquement, ils n'acceptent plus cette idée d'engagement de comportement. C'est juste, il y a peut-être moins de confiance que ces mesures vont être effectives, ou alors moins de confiance que les opérateurs vont vraiment mettre en œuvre ces engagements de comportement. On a vu quand même les cas avec Google et Facebook où les engagements n'ont pas été respectés. Et donc, ils prennent un peu leur distance par rapport à l'Europe et peut-être c'est une... Alors maintenant, c'est un peu en contradiction avec le raisonnement derrière Brexit qui était de créer, d'attirer l'investissement au Royaume-Uni. Donc là, ça refroidit un petit peu peut-être les investisseurs étrangers pour le Royaume-Uni. Ça a été déclaré très clairement par Microsoft. Mais bon, d'un autre côté, il y a quand même, on n'en a pas parlé, mais il y a les restrictions d'investissement étranger, mais aussi les incitations à investir à l'étranger. Et là, on a vu l'IRA aux États-Unis qui est en train d'attirer énormément d'investissements. Nous-mêmes, nous avons fait un investissement
récemment au Texas dans l'hydrogène vert. Et dans le communiqué de presse, on indique très clairement que cet investissement n'aurait pas pu être possible sans les subventions de l'IRA. Donc non, c'est peut-être un côté positif. Et l'Europe va mettre en place... Le petit message à l'Europe pour qu'ils fassent de même. Alors le temps est passé. Merci Elena Sousplougat, merci Jonathan Marsh. Voilà, pour vos explications, toujours aussi brillantes et claires. Merci.